Bonjour à tous, c'est un rendez-vous auquel vous êtes maintenant habitués depuis le début de cette année, puisque à l'occasion des 70 ans de la résistance intérieure française, nous nous retrouvons régulièrement pour en évoquer plusieurs chapitres qui se sont déroulés dans notre région. Ainsi, après le duel Moulin-Barbie, le rôle de la presse durant l'occupation, celui du Conseil national de résistance, l'avion du lac, eh bien nous allons nous intéresser à ces familles qui ont pris le risque d'héberger des enfants juifs pendant l'occupation allemande. Ceux que l'on appelle les justes. Et des justes, il y en a eu partout. Mais la région Rhône-Alpes est celle qui en compte le plus en France. Ils sont 634, dont 76 dans la Drôme. Et parmi eux, une famille du Poète-Laval, près de Dieulefit. En 1942, elle a sauvé le petit Samuel. Une histoire profondément humaine qui nous est racontée par le réalisateur Jean-Christian Riffe, que nous retrouverons dans une petite heure en compagnie de l'historien Bernard Delpal. Voici donc Sam et Jackie. À tout à l'heure. Oui, là, pour pêcher, c'était bien. Ouais, tu te souviens quand il m'a appris à pêcher, on allait là-bas au bout. Là au bout ou là-dessous? Là-dessous, oui. Samuel et Jackie ont 6 ans quand ils se rencontrent pendant la Seconde Guerre mondiale. Une longue amitié est née entre eux. Et son histoire d'enfant juif, pourchassé et finalement caché dans la famille de Jackie, Samuel ne l'a jamais racontée, même à ses enfants. Ça, là, il tournait. Ça, c'est dans l'atelier. Elles sont vieilles ces photos. Ouais. Pépé Mémé. Ouais. Là, et là, il prépare pour tourner. Il prépare ses boules. Ses boules, ouais. Alors vous dites Pépé Mémé. Oui. Ah ben, il les appelait comme ça. Ouais, bah pour moi, c'était... Enfin, ouais, ça fait partie de la famille et c'était... Enfin, comme des grands-parents, quoi. Voilà. C'était, oui, Pépé et Mémé, oui, je les ai toujours appelés Pépé et Mémé. Et Jackie l'appelait Tonton. Et alors, est-ce que, Sam, vous avez raconté votre histoire? Dans quelles circonstances vous avez rencontré Jackie Renard? Je ne me souviens pas si je l'ai raconté. Je t'avais dit quelque chose? J'ai toujours eu que des brides, quoi, donc un manque d'histoire, quoi, du côté paternel, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous connaissiez, en fait? Bah que mes grands-parents paternels avaient été déportés et que mon père avait été placé dans une famille pour être protégé, famille à l'écart, quoi. Avec Pépé Mémé, vous ne leur posiez pas de questions sur Sam Petit? Comme à la maison on n'en parlait pas, je pense que c'est pas que je craignais quelque chose, mais je savais que c'était des limites où il fallait pas, qu'il y avait des limites établies et il fallait pas forcément y aller, quoi. Donc non, si eux parlaient de mon père quand mon père était là-bas, des écoles et des souvenirs, ils avaient beaucoup de souvenirs. Moi j'écoute avec attention, mais L'émotion, à votre avis, elle vient pourquoi? bah, ils ont disparu déjà. Et puis il reste Jackie, mais qui vieillit aussi. Et c'est un peu un pan de l'histoire qui disparaît, quoi. C'est comme ça? Ben oui. Mes parents, Kalma Grinspan et Estera Teper, juifs originaires de Pologne, ont émigré en Belgique au début des années 30. Nous avons vécu à Anvers jusqu'à l'invasion de la Hollande et de la Belgique par l'Allemagne nazie.
C'est alors que mes parents prirent la décision de partir en exode vers la France. Nous sommes arrivés dans le sud-ouest, où nous avons été internés dans différents camps, Brens, Lurs et Rivesaltes. Voilà, alors je viens découvrir mes antécédents. Moi, je vous ai retrouvé effectivement sur des listes. Sur des listes des enfants internés à Rivesaltes. Lozé est une œuvre juive. Et donc, elle va ouvrir des maisons d'enfants. Et puis, déjà avant la guerre, leur objectif, c'était d'aider les gens dans le camp, mais surtout de sortir les enfants. Alors, ça a dû être ça, c'est ça. Le voyage. En fait, ce sont les Français qui vous mettent dans ces camps. Oui, oui. Donc, vous étiez avec votre maman depuis combien de temps à Rivesaltes? On est arrivé en mai 40. On est rentré en France, mai 40. J'ai venu en 37, vous voyez. En 42, j'avais 5 ans. Voilà. Si vous voulez regarder, vous savez qu'on est mort de faim dans les camps d'internement? Oui, on mangeait pas beaucoup, oui. Il y a eu plus de 1000 morts. Ah oui? De la faim. Alors, regardez l'état des gens. Ah oui, regardez la maigreur. Squelettique, oui. Oui. C'était le début déjà, ce qui les aurait attendus plus loin. Voilà. Ces photos, ce sont des photos d'une dame qui s'appelle Vivette Samuel et qui, pour le compte de Lozé, dans le camp de Rivesaltes, habitait là-bas, dans une baraque. Ah, exprès. Exprès, pour aller voir les parents et les persuader de leur confier les enfants à Lozé. Ça, je me souviens de ça. Que c'était pas évident parce que les mamans pleuraient plus que les enfants. Mais vous m'avez pas raconté comment vous êtes sorti de Rivesaltes. Vous avez quoi comme souvenir? J'ai un souvenir qu'on nous a un jour rassemblés, on nous a fait beau. Enfin, j'ai une photo de ce moment-là. Oh, les pitchouns, voilà. Mais je la connais, cette photo. Voilà. Montrez-moi, vous êtes, vous? Là, le dernier. Ah oui, on vous a fait beau, quand même. Apparemment, je pense que votre maman, il n'a pas fallu la persuader. Pour laisser partir, non, c'était. Elle savait l'intérêt qu'il y avait. Elle savait, voilà. Vous vous êtes pas senti abandonné? C'est ce que je me suis senti, alors je ne pourrais pas dire. Non, on m'a dit tu seras mieux où tu vas aller, et puis voilà. Ça m'a suffi. Oui. Voilà, c'était comme ça. Finalement, vous avez une nature heureuse. Je sais pas. Non? Peut-être, je sais pas, parce que c'est peut-être la raison de mon silence pendant pas mal de dizaines d'années, hein, parce que il y a tellement eu de choses 1000 fois pires que. Comment 1000 fois pire? Vous trouvez que ce que vous avez vécu, c'est pas pour un petit garçon? Oui, peut-être, oui. Peut-être, c'est peut-être, oui, enfin. On y arrive. Sur la droite, nous allons rentrer dans le bas Pointe-Laval qui s'appelle Gougne. À gauche, c'est la maison de Boulard, la ferme Boulard, c'était ici, voilà, ici. Et puis Maryse habite là, voilà, derrière. Elle habite ici, Maryse. Et là, c'était le facteur, Monsieur Verrier, voilà. Et puis là, on arrive à la poterie. Voilà. Elle est ici, la poterie. Chez Jackie, c'est là. Tu peux descendre. Bonjour, monsieur. Bonjour. Salut. Voilà. Alors voilà le lieu où il travaillait avec son père. Mais c'est là que tu moulais les... Non, que je moulais les pièces. Oui. Moulais tes plats. Oui, les plats ou les assiettes. Les plats. Et ça, c'était un tour qui donne à pied, mais vraiment
l'ancêtre du Tour. Qu'est-ce qui a pu décider vos parents à cacher un jeune juif pendant la guerre? Parce que nous étions de religion protestante. En principe, ça avait été toujours mis chez les protestants. Je pense que toutes les familles qui avaient des jeunes fillettes et garçons, c'était tous des protestants. Vous voulez dire que peut-être parce que les protestants ont été un peu persécutés, il y avait aussi un besoin après de prendre soin des autres? J'ai toujours entendu cette version-là, ouais. Cette version-là, je l'ai toujours entendue. Que c'était à cause de ça, parce qu'on leur a fait la même chose sous d'autres temps. Mais le résultat était à peu près pareil. Sam, par exemple, comment vous décririez les parents de Jackie? Quel genre de personnes? Des gens normaux, pas travailleurs comme on travaillait dans la région, et s'arranger pour tout le temps qu'il y ait quelque chose à manger. C'est donc toute une partie de votre enfance ici, alors? Ah oui, oui. oui. Et vous vous souvenez de la première fois où vous vous voyez? C'est le pasteur de but qui t'a amené. Voilà, c'est le pasteur de... Ou qui les a amenés parce qu'ils étaient plusieurs. Oui, Fillettes ou garçonnets. C'est lui qui s'est chargé de les amener dans les familles. Mais vos parents, ils vous ont donné une explication pourquoi il y avait un enfant qui arrivait? Jusque-là, peut-être pas, peut-être non. Non, la question de ça, je ne peux pas vous dire si c'est... Ouais, ils ont dû lui dire, on ne parle pas à table. Parce que vous, Sam, on vous avait dit de ne pas parler de votre histoire passée. Ah ben oui, on m'avait dit de mettre un trait dessus. Alors, j'en ai pas parlé, puisque il fallait oublier complètement. On a oublié. C'était pas trop difficile pour vous? Non, je sais pas, quand on est petit, on vous dit qu'il faut faire comme ça, parce c'est dangereux de faire autrement. Donc, on fait pas ça et puis c'est tout. D'abord, il est venu sous un faux nom. Oui, d'abord. Voilà. J'avais un faux nom. Alors, vous vous souvenez du nom? Serge Gerbi. Ça correspondait aux initiales. Voilà, ça correspondait aux initiales. C'est bien ça. Voilà. Et vous, Jackie, ça vous a pas gêné qu'il y ait un enfant? Qu'est-ce que vous avez ressenti qu'il y ait un nouveau petit garçon chez vous? Ben, ma foi, non. Et c'est mon père qui lui a appris à lire. Voilà. Il m'a appris, sur ses genoux, j'apprenais à lire. C'est vrai. Voilà. Tu vas... Ah, c'est ici? Ah ben oui, il y a toujours les fameux cendriers poissons, les assiettes, les grands bols. Vous étiez heureux dans cette famille? Absolument, oui, absolument. Pourquoi je suis retourné sans arrêt? Je faisais partie de la famille, puisque quand ils allaient dans de la famille, on m'emmenait comme on l'emmenait lui. Lui, il allait sur le porte-bagages de sa mère, et moi, j'allais sur le cadre, le vélo de son père. Là. Je ne sais pas d'aller bien loin, c'est bon. Ouais. Mais Robin, tu te rappelles, moi, je l'appelais Maman Robin. Hein. Elle avait dit, si personne ne vient te chercher, on verra si on ne va pas t'adopter. Tu te rappelles pas de ça? Mais elle l'a dit. En quelle année tu crois que c'était là? En 50, 60, 61, 62? Donc après, vous passez des vacances ensemble? Ben, je venais ici, oui. Ah, je venais ici. Quelques jours, j'ai passé 3 semaines, un mois, j'allais chez Lucette. Et ça, c'était en 60. Voilà, en 60. Odette, elle devait attendre le premier petit monstre. Lionel, voilà. Et là où on était? Sur la lance? Par là. C'est Rachat? Rachat, ben on a racheté. Mais là, voilà, c'est rachat. Mais c'est bien ça? Ouais. 70. Alors 70, ben, ça doit être Stéphane, ça. On avait un chien, un boxer. Devant la poterie. Et devant la poterie, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui a marqué, là? Grinspan, 1943. Voilà ce qui a marqué. Et vous êtes où sur cette photo? Ben, je suis à Moissac, je pense... Et ça, est-ce que vous en avez parlé à Jackie de Moissac? Non, parce que j'avais un peu occulté tout ça, j'avais mis de côté. Hein. Alors ça, c'est marqué Moissac 42. L'avant-dernier à droite, c'est moi, et le dernier, c'est David Korn.
Celui qui venait de Belgique aussi, il était tout le temps avec moi d'ailleurs. Là, descend nettement plus vite. Hein. Voilà. C'est ici que ça se passait. C'est là qu'on était. Mais ça m'avait l'air grand. Ah, ben, on était petits. T'as raison. Et là, on n'allait pas... Comment? On n'allait pas au rez-de-chaussée, là? Si, toute la maison. Ah, voilà, on logeait au premier étage. Voilà, ça c'est le 18 quai du port. C'est là qu'on vivait. C'est-à-dire que nous, on venait du camp de Rivesaltes. Je m'en souviens pas d'autres, mais de lui, oui. Pourquoi lui? Ah, ça doit être à cause de nos mères. Ils étaient tout le temps ensemble. Oui. Puis ce sont les éclaireurs israélites de France qui nous ont recueillis. Nous, on a eu la chance parce qu'on s'est retrouvés ici, à quelques-uns, je ne sais pas combien. Ah, c'est la délivrance ici. Hein. Heureusement qu'il y a eu Moissac. Voilà, ça, c'est un petit coin de arbre de paix, oui. Ouais, un coin de paradis. S'il n'y avait pas eu ça, non, d'une pipe, on aurait été mal parti. Quoi. Il y a même tout le panneau. Ça, c'est moi. Ça, c'est donc une carte postale de Moissac qui date de 42. Ça. 42, oui. Chine. Et je reconnais, c'est l'écriture à ma mère. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez si vous réalisiez où elle était, elle? Ben, je l'ai laissée dans un camp, de tout ce qu'on on n'en sait pas plus. On a parlé de la mémoire de ce qui s'est passé ici à Moissac pendant la guerre, de la mémoire de la maison, de la mémoire de tous ceux qui ont aidé à ce que ces enfants, ces centaines d'enfants puissent être sauvés. Samuel, cette maison de Moissac, 18 rue du Port, à l'époque, vous a accueilli en avril 1942. Vous sortiez du camp de Rivesaltes et ce sont les éclaireurs qui vous ont pris en charge dans cette maison qui a été installée et la paix de la maison, évidemment, remise en cause gravement par les rafles de l'été 1942 et également par la politique du gouvernement de Vichy, la politique de collaboration. Il faut ici rappeler les responsabilités françaises. Depuis le printemps 1938, près de 200 camps ont été ouverts en France. Le régime de Vichy a interné les juifs étrangers d'abord, puis les juifs français pour pouvoir les déporter vers le Troisième Reich. Et la zone dite libre n'a pas été épargnée. Pierre Laval décide, par exemple, que la mention juif sera portée sur tous les papiers d'identité de la zone sud. C'est également l'arrivée de l'armée allemande au mois de novembre 1942, c'est l'invasion de la zone sud. Et donc vous êtes partis quelques-uns de Moissac, enfants, par précaution, on vous a évacués au moment où se met en place d'une manière systématique en 1943 le planking, c'est-à-dire que aucun enfant ne doit rester dans les maisons, ils doivent être accueillis dans des familles ou des petites structures. Et donc c'est encore de ces moments charnières de la vie que nous allons parler aujourd'hui avec Boris Cyrulnik, de ces moments fondateurs. Alors je suis heureux, ravi, merci de m'avoir invité à Moissac avec vous pour réfléchir à ce mystère des enfants cachés. Pourquoi faudrait-il cacher un enfant? La réponse est simple, parce que si on ne le cache pas, il est condamné à mort. Est-ce qu'en écoutant Boris Cyrulnik, ça va mieux? Voilà. Oui, ça. Nécessairement. On est de la même année, hein, la naissance. On vient de naître. Moissac, c'est une belle ville où il y avait à l'époque de la guerre 8 à 10 000 habitants et une institution avec 500 enfants juifs qui étaient cachés sous des faux noms, mais qui allaient à l'école communale. Et pas un habitant n'a été au commissariat, alors qu'avec Catherine Levertovsky, on a retrouvé le barème des dénonciations. C'était l'équivalent en francs constants, 300 € aujourd'hui pour quelqu'un de connu, 50 € pour dénoncer un enfant. Vous aviez votre mère, mais votre père n'est pas revenu. Non.
Et vous avez d'autres membres de votre famille qui ont disparu aussi pendant la guerre? Ma mère m'a dit 75 personnes. Oui, c'est ça, ouais. Même en France, où les Juifs ont été moins persécutés qu'ailleurs, ça faisait quand même de grands trous. Ma mère, sur 9 enfants qu'ils étaient, elle est restée la seule. Ouais. Et elle ne vous a pas transmis une tristesse ou une amertume? Non, je pense pas. Je pense pas parce qu'elle préférait ne pas en parler. Donc elle a transmis un silence? Oui. Elle a transmis un trou? Peut-être que c'est pour ça que vous savez, j'ai jamais rien dit jusqu'à ces quelques années dernières. À chaque fois je répondais, mais ça peut intéresser qui? Oui, c'est fou. Ouais. Oui, oui. C'est faux ou vrai? Alors non, mais j'ai entendu la même histoire, la même réflexion. Ou alors ce que j'ai entendu aussi, c'est arrête, tu inventes de belles histoires. Quand je racontais après la guerre, comme je me suis évadé dans des conditions rocambolesques, et quand je voulais en parler, même pas raconter, comme un enfant parle, on me disait tu racontes de belles histoires. Et vos enfants, donc vous avez transmis un silence à vos enfants? Oui, parce que je voulais pas que ça les traumatise. Voilà, c'était surtout ça. Voilà, il y en avait assez d'un, c'était moi. Et traumatisé, je veux dire, j'en parlais pas, quoi. Voilà, c'est ça. Je témoigne depuis pas très longtemps non plus. Hein. Le fait de dire je, ça m'apporte quand même un grand apaisement. C'est vrai? Ouais. Oui, mais alors, justement, j'avais fait ça en circuit plus fermé que vous pourriez le faire. Et oui, mais tu crois que c'était à ce point-là? Bon, non, c'était pas à ce point-là. Ça devait être pire, mais moi, je l'ai pas ressenti comme ça, quoi. Oui, c'est ça. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que j'aurais pu terminer ma vie sans jamais en parler. Si la culture n'avait pas changé, si la culture ne m'avait pas invité à la parole, vous et moi, j'aurais pu terminer ma vie comme vous, sans en parler. Or, je me serais privé d'un plaisir. Voilà. Non, parce que comme vous avez été bien entouré, ça vous a protégé quand même. Oui, certainement. Je pense que le Dieu le fit et le pasteur, comment vous dites? Debut. Ils vous ont protégé. Ce pasteur risquait gros quand même en faisant ça. Hein. De même que les justes, souvent, risquaient gros. Et ça m'a posé un problème. C'est pourquoi les gens qui m'ont sauvé ont-ils risqué si gros alors qu'ils ne me connaissaient pas? Ah ben tiens, j'en espérais pas tant. Je la monte d'abord. Regarde, 44. Oui, parce que c'était de 43 à 44. Ouais. Donc c'est dans 44. 44, ouais. Et nous, on allait à l'école... Et ça, c'est une photo? Oui, c'est Robin. Ça, c'est Boulard. Maryse. Tiens, voilà Michel Piolet. Ça, c'était un des fils de Bu. Donc là, c'est moi. Et vous connaissiez les autres enfants cachés dans le village? Oui, je devais les connaître, mais je ne savais pas s'ils étaient cachés, pas cachés. Goldberg, par exemple, j'ai pas souvenance de lui. Vous voyez l'allure que j'avais, et puis Jackie en même temps, quoi. On avait une allure sport. Et la veste que j'ai là, que je suis à votre gauche, eh ben c'est la veste que Maryse a parlé que j'avais la veste verte. Eh ben c'était couleur verte que ma mère. On n'avait pas que la veste. J'avais le pantalon aussi, mais enfin. Ma mère, oui, elle a dû tellement le raccommoder qu'elle a raccommodé souvent. Ouais, et le pantalon, il est parti le premier. Ça va mieux, Jackie? Oh, on peut mieux. C'est de l'amitié, Et c'était, bah tiens, c'est mon truc, mon tricot. Oui. C'est ton fameux tricot vert clair et vert foncé. Ouais, voilà. Ça. Je me souvenais de ce costume en laine qu'il avait souvent, qui était bleu, vert pâle, et le bas vert foncé. Ouais. Et ça m'avait marqué sur le costume. Ils venaient s'amuser des fois chez nous. Nous, on allait chez eux, et puis on faisait comme les gamins. Voilà. Et alors, à partir de quand vous connaissez l'histoire de Sam, donc l'histoire d'un petit garçon juif qui est caché dans une famille à Pointe-Laval? Ben, nos parents ne nous en parlaient pas.
Voilà. Alors, c'était le silence partout. Si, je savais qu'il y avait un petit garçon, mais jamais on a posé de questions pour savoir qui, quoi, comment. Qui, quoi, comment, d'où il était et tout. Il y avait un petit garçon que Jackie aimait bien sûr, puisqu'il était chez lui. Et bon, nous, on les prenait presque comme... On savait que c'était pas des frères, mais bon, c'était tout comme. On les voyait souvent et ils étaient ensemble, Et on se posait pas de questions. Je pense que je suis revenu chez Jackie. Et mon papa me le disait. En 49. Ah. Je crois 40. Quand même, il me le disait, mon papa. Il me disait, tiens, oui, souvent Serge est revenu chez... Il passait avec... Il est revenu chez Jackie, ou même ta maman, Jackie, elle en parlait avec mes parents. Alors c'est Jackie qui vous manquait? Non, le tout, oui, le tout, tout le restant. Et puis voilà. Alors donc vous, Samuel, à un moment, vous avez ce déclic chez vous, après-guerre, de revenir ici. Oui, alors que je n'ai pas eu le déclic du tout de Moissac ou d'ailleurs. J'étais plus jeune et puis les conditions n'étaient pas les mêmes. Là, j'étais tout seul. Voilà. Et puis j'étais considéré comme les autres enfants, quoi. Et qu'est-ce qui vous pousse à revenir? Eh bien, parce que j'étais bien ici. J'étais bien ici, et puis bon, voilà. Si elle avait donné des coups de trick, il ne se serait pas repointé. mais votre maman, elle vous laisse venir tout seul à 12 ans? Ah oui. Elle m'a laissé, je crois même que je devais avoir 11 ans quand je suis revenu. Ah, tout ça, c'était les baraquements, alors. Ils les ont en partie démolis seulement. Au départ, ce sont des camps qui avaient été faits pour les Espagnols, hein, pour les républicains espagnols qui refluaient, quoi. Vous êtes déjà revenu au camp de Rivesaltes? Rivesaltes, jamais. Et aujourd'hui, vous appréhendez ce retour? Oui, aussi, mais par contre, avec plus de facilité, puisque j'ai appris pas mal de choses entre tout ce temps-là. Et puis, on passait par là. Je pense que de chaque côté, il y avait les lits. De chaque côté, au milieu, un passage, je crois, 1,50 m, 2 mètres peut-être. Et puis, circulaient les gens et circulaient les petites bêtes, les rats. Petites bêtes assez conséquentes. Marc, hein. Mais ça, c'était les conditions d'internement étaient terribles. Et vous aviez des gosses partout parce qu'effectivement, c'était un camp familial. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours la même logique. C'est-à-dire que pour le régime de Vichy, ceux qui étaient responsables de la défaite, là on est dans la logique très traditionnelle de l'extrême droite française, c'est-à-dire que c'est ceux qui avaient participé du pourrissement de la société française depuis la Révolution française. Donc les juifs, donc les communistes, donc les étrangers, donc les francs-maçons. Donc évidemment, quand on était juif étranger, là on y passait. Et d'ailleurs, il y a même une loi qui est du 4 octobre 40, c'est-à-dire juste après le statut des juifs, qui permettait l'internement de juifs étrangers uniquement parce qu'ils étaient juifs et étrangers. Donc je veux dire que vous vous retrouviez avec la famille dans un camp d'internement. Sans savoir pourquoi. Ça ne me surprend absolument pas. Je pense que je suis sorti 24 avril 42. Oui, donc vous voyez, hein, avril 42 est transféré à Moissac.
Donc effectivement, ça c'est le résultat du travail des œuvres d'assistance. Voilà, oui. Alors là, en plus, je crois, dans votre cas, ce que j'ai eu, c'est que vos parents étaient sortis, et votre père dans un premier temps aussi. Oui, et parce votre qu'il y a mère. eu un docteur de Perpignan, ça s'appelle le docteur Terrasson, qui était maire de Saint-Jean-la-Seille, et il a fait sortir de dames qui sont venues là-bas pour les vignes, dont ma mère faisait partie. Et ma mère se débrouillait tellement bien, et c'était à un tel point que les autres femmes ensuite sont reparties, mais ma mère est restée. Voilà. Et ils sont venus la chercher en 1944. À la fin, elle s'est retrouvée à Drancy, et ils l'ont fait monter dans le train. C'est celui qui n'est jamais parti. Oui, voilà. elle a eu de la chance. Voilà. Et elle a réussi à faire sortir mon père d'ici, qui est parti chez le docteur Terrasson, et ils ont vécu je ne sais pas combien d'années. Et en 1943, par contre, mon père a été emmené. Et vous savez dans quelles conditions il a été C'est la arrêté? milice qui est venue l'arrêter. Et moi, j'ai des papiers comme quoi qu'il est mort le 4 avril 1943. Et vous avez retrouvé votre maman donc après? Oh oui, j'ai retrouvé, parce qu'après Moissac, on s'est retrouvé à la Grave, dans les Hautes-Alpes. Et après, je me suis retrouvé dans la Drôme, à côté de Dieulefit, Pointe-Laval. Et puis là, je suis resté, je crois, jusqu'en octobre peut-être 1944, quand Paris était libéré. Et puis, ils ont fait savoir chez les gens que j'étais, c'était une poterie, chez Robin. Et puis... Voilà. Et je me souviens, je suis arrivé à Paris, et puis ça devait être une éclaireuse qui m'a emmené jusqu'à Paris, et puis bien, elle habitait rue de Ménilmontant, et puis on m'a fait présenter, voilà, c'est ta maman. Je dis bonjour madame. Alors c'est pareil, ça le choqué. C'est comme ça. Et puis voilà, et après tout a repris sa place dans l'ordre. Et puis c'est là que j'ai appris le nombre de gens de la famille qui n'étaient plus là. Puis, il y en a que je connaissais, puis je ne connaîtrais jamais. Alors bon. Voilà, moi je suis là. Là, c'était encore en avril 42, mais imaginez en septembre 42, au moment des rafles, alors que les rafles ont commencé un mois plus tôt, au mois d'août, à Rivesaltes, où les organisations d'entraide disent aux mères qui sont déportés, et les pères et mères qui sont déportés avec les gosses, disent mais lâchez votre gosse, laissez-nous les gosses, dites que vous abandonnez les gosses. Les gosses. C'est la condition pour qu'on puisse les récupérer. Sinon, ils partent avec vous. Imaginez la situation. Là, j'ai interviewé j'allais dire une petite, parce qu'une petite de l'époque, évidemment, qui m'a montré une feuille où il y avait marqué « abandonné par sa mère ». Et elle a gardé ça jusqu'à la fin, quoi. Et sa mère, elle savait. Mais sa mère, elle a terminé dans les chambres à gaz d'Auschwitz. Donc c'est vraiment un phénomène terrible là. Et pourtant, les œuvres avaient raison, bien entendu. Effectivement, parce que les œuvres ont pu faire ce travail, et avec un réseau, avec les éclaireurs israélites de France, avec l'OSE, avec des maisons un peu partout, et ont pu, comme ça, distribuer les gosses, les placer, et puis rester sur le terrain légal pour pouvoir profiter de la légalité. Et puis, quand il y avait danger, hop, on bascule dans l'illégalité et on transfère ailleurs. On cache, comme on passe de Moissac à Dieulefit. Mon Dieu,
depuis l'école, moi je sais pas, Michel, à mon temps, je lui demandais depuis quand qui t'a pas revu. Ah, depuis l'école? Oui. Ah, c'est des photos, là. Oui, je me disais, je vais pas la reconnaître, mais ça y est, j'ai pas besoin de la photo. Ah bon, ah ben voilà, ben vous voyez, comme quoi je peux tant changer que ça. Voilà. Ben, elle va se rappeler, elle. Tiens, tu te souviens de nous à cette époque? Moi, je n'ai pas pris mes lunettes. C'est Suzanne, tu vois, c'est celle-là qu'on avait à la maison. Ah, Suzanne. C'est Suzanne. Oui. Et moi, je suis là. Voilà, ben, on nous a dit qu'il y avait une petite qui allait venir vivre avec nous, et puis voilà, c'est tout. Mais c'est vrai qu'à ces âges-là, pour expliquer, c'est difficile. Hein, les parents, non, je sais pas. Ou s'ils m'ont dit quelque chose, je me souviens. Et alors vous, c'est à partir de quand que vous comprenez cette histoire? Donc des enfants juifs qu'il faut cacher? Ah ben là, après la guerre. Après la guerre, bon, après on a mieux pu comprendre, puis on était déjà un peu plus grands, et puis on a mieux compris ce qui s'était passé, quoi. Il y avait une petite là qu'il fallait garder, on a vécu avec elle facilement, enfin je veux dire, parce que quand on est gamin, c'est vrai que on s'adapte tout de suite à la situation, mais moi... Michel, tu tiens le même raisonnement que moi. Et tu as plus de ces nouvelles? Ah non, j'ai plus. On est venu nous l'enlever d'une minute à l'autre et ça a été fini. On n'a plus de nouvelles du tout. C'est vrai que nous, on a vécu avec la petite et puis voilà, c'est tout, quoi. Moi, je me rappelle bien de Suzanne, mais... Elle n'a jamais donné signe? Ah non, jamais. Voilà, ça c'est une caractéristique de certains... Voilà. Puis alors c'est ce truc de nous l'avoir enlevé si brusquement, ça avait choqué mon père, je me rappelle. Ah bon? Ben oui, parce que quand on arrive comme ça, ben on vient chercher Suzanne, il fallait préparer ses affaires, tout, on n'avait pas de... On n'a pas eu le temps, il n'y a pas eu le moment de réfléchir. Oui, c'était un peu bizarre comme au départ. Oui, mais moi je ne sais pas si tout le monde... Oh non, nous, ça n'a pas été... C'était pressé, non, c'était pas pressé. Mais enfin, souvent, c'était des jeunes filles, c'était une jeune fille qui est venue chercher. Ah, je ne me rappelle plus. Ouais. Parce que c'était souvent des éclaireurs, des éclaireuses de... Et puis, ils avaient plusieurs noms. Est-ce que vous pensez que vos parents étaient conscients des risques qu'ils prenaient? Ah, mais non, je crois qu'ils ont fait ça spontanément, moi, mes parents, oui. Ah oui, non, là, je pense... Peut-être, mais vous savez, mon père, il a fait la guerre, il a été dans la... Je veux dire, je crois pas que... Non, je pense qu'ils ont fait ça comme ça. Hein. Je sais qu'ils ont dit, on a 2 filles, alors on aimerait bien avoir une fille. Voilà. Parce que c'était plus facile pour coucher, pour tout, quoi. Mais c'est tout ça, je me rappelle de ça. Mais c'est tout. Chez les Amblard, il n'y a pas longtemps qu'ils l'ont retrouvé aussi. Chez Samuel Amblard. Eh bien, c'est lui. Oui, mais je veux dire, il n'y a pas très longtemps qu'ils l'ont revu. Et ça fait 4 ans qu'il les a revus. Ben, il s'appelait Bernard Guyot. Voilà. Alors, on était au camp ensemble, à Rivesaltes. De là, lui, il est parti directement à Moissac. Il est arrivé à Moissac avant moi, où on s'est retrouvés sans trop se retrouver parce qu'on ne se connaissait pas trop. Et là, ça a été la dispersion. Il n'est pas nouveau pour moi. Depuis qu'il est né, je le connais. Hein. Ah, moi, je suis né en 23. Vous aviez quel âge? 90 cette année. Moi, en 36. Monsieur Amblard, donc c'est votre père qui a accueilli, ou la famille de votre père qui a accueilli Bernard? Père et ma mère, oui. Et est-ce que vous savez qu'est-ce qui a décidé votre père à garder un enfant juif? C'est maman qui s'occupait de ça, moi c'est ma mère qui s'occupait de tout ça. Ils étaient d'accord tous les deux, certainement, puisque... Bah, c'est le pasteur qui est passé aussi. Le pasteur de Bue, connaissant ses voix, il savait à qui s'adresser. Il y en a placé partout dans le coin. Là. Comment vous avez appris la présence de Bernard ici? Ah mais non, mais quand j'étais ici quand il est arrivé. Oui. Et vous saviez pour quelle raison? Vos parents vous en ont parlé? Oui. On savait qu'il était pourchassé, on peut dire. Il y a une différence dans les relations avec nos respectives familles d'accueil. C'est que moi, il y a eu une rupture pendant 60 et quelques années, que toi, il n'y a pas eu de rupture. Non. Ta famille a continué de voir la famille de Robin, et puis après... Non, ma famille, non, moi.
Ma famille, oui, ma mère, elle est venue, bien sûr. Dans un premier temps, et après, toi, tu as continué, etc. Non, avant... Moi, j'ai embrayé en cours de route. C'est moi qui y suis allé avant. Après, il s'est rappelé après coup beaucoup de choses, ici, dans les détails, alors qu'il ne situait pas dans le temps. Ni dans le temps, ni dans l'endroit. Hein, oui, c'est vrai. Alors, un peu grâce à moi, il s'est rappelé, comme ça, au fur et à mesure. Souvent, dans un grand nombre de familles, il y a eu cette histoire de on a fait ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire. Et si nous on ne l'avait pas fait, qui l'aurait fait? Donc c'est une sorte de devoir moral qui s'est imposé. Il y en a qui ont fait ça de façon peut-être plus ostentatoire ou qui ont prétendu en avoir hébergé 10, mais la plupart des gens l'ont fait honnêtement, plus ou moins conscients des dangers encourus, parce que ça pouvait être assez désagréable. Pris la main dans le sac. Il faut reconnaître que dans toute cette région, il n'y a pas eu de dénonciation. Même ceux qui n'étaient pas vraiment d'accord n'ont rien dit. Ça ne regardait pas les autres. Ça se fait entre nous, on n'en parle pas à l'extérieur. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'action de votre père ici à Poète-Laval? Les deux grandes directions sont d'une part la lutte contre l'antisémitisme et d'une façon beaucoup plus précise la sauvegarde des enfants complètement innocents. Mon père a participé, je dirais, à leur sauvegarde dans la mesure du possible. Et l'autre côté, la résistance en tant que telle. Les deux grandes personnes dont je me souviens bien sur ce plan, c'est Mademoiselle Chavagnac, qui était l'institutrice du CP, et qui était en relation avec mon père, et même avec moi, pas seulement comme institutrice, mais parce que mon père me confiait des petits messages, dont j'ignorais évidemment le contenu, et réciproquement. Je me souviens également de ces longues promenades avec le maire de l'époque. On aurait pu penser que c'était un pétiniste complètement convaincu, mais ce n'était pas le cas. M. Giraud allait parcourir la plaine, c'est-à-dire la montagne derrière le village, pour repérer les endroits où les parachutages pouvaient être faits. À votre avis, qu'est-ce qui pouvait guider votre père dans le choix des familles d'accueil? La confiance. La confiance, oui, sûrement. Et la confiance de leur confiance. Et ça surtout. Mais c'est sûr qu'en tant que pasteur, il avait une autorité morale. Et vous êtes, d'une certaine manière, tous les deux, des enfants du pasteur Debu. Est-ce que ça vous convient? Oui, on vous appelle enfant du pasteur Debu. Absolument. Oui, ça ne gêne pas, parce que si on peut en parler maintenant, c'est en partie, il y a toute une chaîne de gens qui nous ont mis à l'abri ou informés. On peut penser que le pasteur Debu avait des liens avec l'OSE, mais il avait sûrement des liens avec les EIF aussi, puisque c'est bien à lui que l'EIF confie ceux que nous nommons aujourd'hui les enfants du pasteur Debu du Poète-Laval. C'est ça, certainement. Vous y veniez enfant? Oui, on jouait là-haut, dans le vieux château, et on montait jusqu'en haut. Et ben voilà le point de vue que nous avions. Ça n'a pas changé, ça. C'est curieux. Et je pense que si l'école, si Mlle Chavagnac et si M. Artaud ont une telle importance dans leurs souvenirs, c'est que ça a été un moment de stabilisation, d'intégration à un groupe. Et vous vous sentiez quand même en sécurité ici au Poète-Laval. Absolument. Et puis ici, Mémé Robin, c'est les enfants, nos enfants parlaient comme ça de Mme Robin, Mémé Robin. Eh ben, elle avait dit, si tu connais pas, tu dis rien. Tu attends qu'on t'interroge, tu ne parles pas avant. Voilà, et puis il venait beaucoup de monde avec la poterie, des grossistes en poterie. Alors, je disais rien, j'attendais. Et lui qui sait, oh, c'est un petit cousin de... Voilà. Comment tu t'appelles? Serge. Ah bon, c'est bien. Serge comment? Serge Gerbier, voilà. Serge comment? On pose quand même... Ça, c'est une question presque rituelle. Serge comment? Voilà. Et puis c'est tout. Et vous n'êtes jamais trompé dans la réponse? Non, pas. Non, moi j'étais malin. Et toi?
J'étais aussi malin que toi, il n'y a aucune raison. On était dressés à la survie quand même. C'est vrai que vous n'avez pas vécu une enfance tout à fait banale, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Une enfance pas comme les autres, Voilà. c'est le titre que je me suis donné. C'est Sandro qui était Serge Zerbier qui était à l'école, qui était caché à la maison et qui était à l'école avec moi et ici. Et vous avez donc devant vous deux personnes qui ont été assis au même bureau que vous, il y a 70 ans à peu près. Mais ça vous a rien fait quand vous êtes séparés de vos parents? Moi ben, si, certainement, mais j'étais, quand on m'a séparé, mes parents, c'était en avril 42, oui, 42. Bon, on m'a dit, il vaut mieux que tu ailles par là avec les autres, parce que ici, c'est pas bien, on mangeait mal, puisque c'était dans un camp à Rivesaltes, à côté de Perpignan. Et on m'a dit, c'est comme ça que ça se passe. Bon, ben, on cherche pas trop. Hein. En 42, ben, j'avais 5 ans. Oui. Donc, c'est pas la peine de chercher trop. Quand on a une famille juive, on est obligé d'être un juif. Est-ce que tu dois parler un peu plus fort, s'il te plaît? Oui, je vais te l'expliquer. Quand on est une famille juive, est-ce qu'on est obligé d'être un juif? Ben oui, je me suis pas cassé la tête, j'étais comme ça. Et puis c'est tout. On va pas chercher à comprendre pourquoi. Ça se passe comme ça. Vous étiez bien un peu perdu quand vous êtes arrivé ici? Absolument, oui. Eh ben oui. Je suis né en Anvers, hein. Donc, depuis, après, j'avais pas eu de chez moi, hein, depuis cette époque. Mais quand vous êtes arrivé, est-ce qu'on vous a imposé une religion? Non, rien du tout. Non. Dans la famille à Jackie Robin, la maman, le papa, enfin la maman surtout allait au temple le dimanche. Mais c'est qu'on ne l'obligeait pas. Ben voilà. Il voulait pas. Voilà. Dans les camps de concentration, vous mangez bien ou pas bien? On mangeait pas bien, non. Dans un camp, les enfants, on allait manger dans une cantine à part pour les petits, quoi. Donc j'avais 5-6 ans, voilà. Alors on nous emmenait, et puis on mangeait, je me rappelle plus quoi, mais il y avait du pain. Et ma mère m'avait dit, oh, bah, si tu as trop de pain, emmène-en moi. Et puis ma mère m'avait fait un costume en laine. Alors et le pantalon, c'était avec un élastique, et en bas du pantalon, il y avait des élastiques aussi pour pas que l'air passe. Moi, j'avais mis du pain en bas. Puis un jour, en sortant du réfectoire, il y a un gendarme. Qu'est-ce que c'est que ça? Fais voir. Et il tire dessus, puis il tombe 3 morceaux de pain. J'ai reçu une de ces targnoles, comme on dit. Hein. Et puis voilà, et que je t'y reprenne plus, puis voilà. Alors ce jour-là, ma mère, elle n'a pas eu de pain. Si j'aurais été à votre place, je pense que j'aurais pas réussi à parler de ce qui vous est arrivé, parce que... Ce que tu dis, c'est que c'est difficile à raconter. Oui. En fait, tu dis ça, toi. Ouais. Eh ben, j'ai pas raconté. J'aurais pas réussi à venir ici et faire un film, aujourd'hui pour expliquer. Oui, mais aujourd'hui, il y a eu quelques mois qui se sont passés. Oui. Donc voilà. Vous avez eu un tout petit peu de la chance de tomber sur la famille. Voilà, j'ai eu de la chance. Sinon, vous serez tombé sur la famille où ils seront méchants et tout. Ah, ça, c'est certainement arrivé, mais pas ici. Merci. Voilà. Mais c'est certainement arrivé ailleurs. Est-ce que, Jackie, vous avez des frères et sœurs? Pardon? Si tu as des frères et sœurs. Non. Moi, je serais quand même heureuse de pouvoir aller chez quelqu'un. C'est mieux d'être dans des camps de concentration. C'est beaucoup mieux d'être dans des camps de concentration. Tu comprends qu'on puisse être heureux dans ces conditions, bien traité, avec de l'affection d'une autre famille. Voilà, ici. c'est ça, c'est exactement ça. Puis Samuel a trouvé un copain. Ouais, c'est ça qui est mieux. Sachez qu'avec lui, nous n'avons jamais eu le moindre, en parlant français, engueulade. Excusez-moi le terme, mais c'est comme ça. Dispute si vous voulez. Jamais. Vous aviez récupéré un petit frère. Eh bien, si on voulait par là, oui. Ah ouais, tout fabriqué. Tout fabriqué, déjà élevé. L'important, c'est que vous ayez une belle vie.
Voilà, l'important c'est ça, d'avoir une belle vie. C'est une bonne conclusion. C'est une belle conclusion. Je crois que vous avez été touché hier par la rencontre avec les enfants. Ah ben je pense que ça me faisait un peu de soucis avant d'y aller. Mais puis après, au fur et à mesure, après je me suis décontracté, oui ça a été. Si j'ai dit ce que j'ai dit, c'est parce que bon, j'étais satisfait d'être avec eux. Voilà, il était bien content d'y avoir été. Mais à vous dire vrai, quand la directrice est venue, quand on en a parlé un peu, je me suis mis à pleurer. Quand on est très, très sensible et tout, moi, oui ou non, je pleure. Alors c'est pour ça que je ne tenais pas des fois. Mais ça a été. Hein. Oui. Et les enfants ont essayé de savoir si la famille Robin savait que Sam était un petit juif. Et vous avez été très net, vous avez répondu que... Oh ben, on n'était pas tombé de la dernière pluie. Nous l'avons fait parce que bon, c'est qu'il fallait le faire. C'est parce qu'il fallait le faire. Voilà. En tout cas, ça a bien marché avec la famille Robin. Ah ben oui, la preuve. Eh oui. Vas-y doucement. Ah ben, je peux parler vite. Alors. Ah ben ça tombe bien. Et voilà. Alors Marie. Alors. Même avec Ça mon va. corps, je suis revenu. Ben voilà. Salut Michel. Voilà, les enfants. Ah ben on Ah se ben, souvient bien. Ah ben si. Voilà, ben, vous savez, je voudrais... Robert il disait ce que j'aimerais voir, Voilà. c'est Patrick et Polo. Et ben voilà, les deux. Ah, Marie. Ah, celle qui joue au bout. T'es aperçu puis j'étais en train de parler. Ah, il n'y avait pas ce Non, mur. parce que même si on était plus petit, il y a quand même plusieurs rangs. Oui. Ouais. Il n'y Oui, avait les pas plus ce grands mur. c'était derrière. Mais on était sur des bancs. Voilà. Pour créer une nouvelle armée française. Que je peux faire mon loge dans PNR, mes c'est bras. des photos d'école. Hein? Arrête de Non, parler. c'était Ah oui, toute c'est ta marmaille vrai qui que arrivait ces hier. élèves ont l'air très quand on sérieux. partait. Oui. Oui, c'était C'était le pour papa. pour ton anniversaire. Oui. Bon, messieurs, dames, un petit sourire, s'il vous plaît. En passant. Pour la photo. Hein? On ne souriait pas à l'époque. C'est vrai? Le temps n'était pas à la sourire. Tous les gamins ont l'air On extrêmement était des graves gamins, sur la alors. photo. Oui, parce qu'on entendait déjà le bruit des avions. On s'attendait, joyeux. Oui. Alors, vous, Jackie, vous vous souvenez que c'était exactement ici? Oh oui, ça là, je le parie à 100%. Oh là là. Bon, je me rappelle plus comment. Ah oui. Bon, ça vous fait quoi de vous retrouver comme ça? Ben, ça rajeunit. Ça fait plaisir quand même. Ça nous fait 50 ans de Oui, moins. c'est vrai. Hein, un peu. Ou plus. Il faudrait qu'il y ait tout le monde sur la photo. Oui, oui. Mais Ça ça, serait bien si on pouvait faire C'est un peu difficile. là, c'est trop tard. C'est trop tard. Il en manque, ah ben oui, il en manque. Je crois qu'à la prochaine photo, la moitié d'entre nous sera empaillée déjà. Oui. Oui. Voilà, Sam et Jackie, un documentaire signé Jean-Christian Riffe, inspiré par l'historien Bernard Delpal, qui sont d'ailleurs tous les deux avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Merci de nous avoir rejoints. Ma première question, elle est pour le réalisateur. C'est un petit peu normal. Moi, j'aimerais savoir, quand Bernard Delpal est arrivé en vous proposant ce projet, est-ce que vous avez dit oui tout de suite? Donc c'était il y a 2 ans. Hein. Déjà, ça dit un peu le temps qu'il faut pour faire un film, même. Moi, j'ai dit oui. D'abord, je voudrais le remercier déjà de cette proposition, quand même, parce que ça a été justement une aventure humaine, et puis aussi l'occasion pour moi d'apprendre, d'approcher des choses que je ne connaissais pas. Ça fait partie des tournages dont on ressort changé ou enrichi? Oui, oui, certainement, oui. Oui. Donc vous avez dit oui quasiment tout de suite? Ah bah oui, quelquefois ça se formule aussi d'une autre manière. C'est bon voilà, on a ce projet-là, on se voit, on en parle. Mais moi, c'est vrai que ce qui m'a tout de suite accroché, même si je savais que ça allait peut-être être pas facile, c'est l'histoire humaine. Voilà.
C'est un domaine c'est le domaine qui m'intéresse en faisant des films. C'est sans doute ce pourquoi Bernard Delpal a choisi de vous en parler à vous, parce qu'on s'est parlé un peu avant l'émission. Il m'a dit que ça faisait partie justement, ça faisait partie de vos motivations, quelqu'un qui s'intéresse à l'humain. Oui, tout à fait. Je ne pensais pas à un documentaire historique, c'est-à-dire un travail, à une création qui soit au service d'une histoire ou d'une théorie historique. Qui soit peut-être un peu froide, un peu clinique. Voilà, c'était pas. Il ne s'agissait pas de bâtir un exposé et de faire des images sur cet exposé, mais plutôt d'être attentif à des histoires d'enfants, d'hommes et d'hommes qui racontent leur enfance. Qu'est-ce qui vous a amené à cette histoire? Comment est-ce que vous en avez pris connaissance de Sam et Jackie? Peut-être parce que c'est un moment historique, et puis aussi à cause de rencontres. Le moment historique, c'est sûrement vient de ce que, depuis une dizaine d'années, on s'intéresse de plus en plus au sauvetage. Alors, on s'appuie tous sur un travail de base qu'il faut citer. Ici, c'est le mémorial de la Fondation Klarsfeld, Beat et Serge Klarsfeld, qui ont établi le drame de la déportation des Juifs à partir du territoire français. Mais ce travail qui était absolument nécessaire et qui est le travail de référence a du même coup attiré l'attention sur le fait qu'un certain nombre de Juifs qui résidaient sur le sol français ont été sauvés, dit-on, c'est-à-dire ont échappé à la déportation. Alors il y aurait beaucoup à dire sur le sauvetage des trois quarts des Juifs, comme on dit, mais il est certain que parce que Serge et Beat Klarsfeld ont fait ce travail, on peut aujourd'hui parler d'une manière plus sereine du sauvetage. Alors, concernant ces deux personnages, comment est-ce que vous les avez connus? Alors, bon, nous les avons rencontrés presque ensemble. Au départ, c'est vrai que là, ce qui a tout déclenché, c'est avec une cérémonie de remise de médaille de Juste, la rencontre de celui qui est au centre du film aujourd'hui, Sam Greenspan. Je le revois encore dans un petit café de la ville de Dieulefit. Lorsque nous faisons connaissance, il me parle de lui, de son séjour, et il ouvre son portefeuille et sort une photographie. Et c'est vrai que j'ai été scotché par cette photographie. C'était une photographie de sa classe au Poète-Laval en mai 1944. Il connaissait tous les enfants, les grands et les petits, et surtout, il précise qu'il y avait 8 enfants juifs qui avaient été accueillis au Poète-Laval pendant l'occupation. Et parmi eux, il y avait Jackie, c'était dans la même classe ou pas? Oui, ils étaient dans la même classe. Vous connaissiez Jackie parce que vous avez fait un documentaire sur les potiers du Poète-Laval et le père de Jackie était potier. Oui, et lui-même a été potier. Donc il avait une place importante dans ce film. Et donc je l'ai beaucoup côtoyé, oui. Alors comment est-ce que vous les avez approchés? Parce que moi, quand j'ai vu le début de ce documentaire, je me suis dit, oh là là, ça va pas être facile parce qu'ils sont pas bavards, ces deux hommes-là. Voilà. Oui. Et ça s'installe petit à petit. Et le dialogue finit par prendre corps. L'approche a été difficile? Oui, même Jackie, bien que je le connaissais beaucoup et qu'il m'apprécie, voilà, il a fallu lui parler beaucoup du film, du projet. C'est un homme, je crois qu'on peut le dire, pudique, qui veut pas se mettre en avant forcément. Pour lui, c'est une histoire qui a eu lieu et il cherchait pas à en parler beaucoup. Quoique, justement, quand j'avais fait le film sur les potiers, des mois après, à un moment, pendant que je faisais le film, d'un seul coup, il m'a dit mes parents, vous savez, mes parents ont caché un jeune enfant juif ici. Ah, vous en avez parlé quand même. Il m'en avait déjà parlé, oui. Alors, justement, la différence entre la pudeur et ce silence dont on comprend qu'il s'est installé, mais c'est un silence lourd, qui est pesant, qui fait souffrir, elle est mince, cette différence entre les deux. Oui, on peut se demander d'où vient l'autre, d'où ça vient, quel silence alimente l'autre. Jackie révèle quelque chose vers la fin du film, c'est qu'il a une part d'émotion très forte en lui et quelquefois ça le bloque pour en parler. Samuel, c'est autre chose, c'est forcément cette histoire difficile d'enfance qu'il faut à un moment à laquelle finalement il a été confronté, où il est amené à être confronté de nouveau, quoi. Et forcément, ça crée du silence, quoi. Alors, c'est vrai que ce film, Bernard Delpal, au départ, vous ne voyez pas
Vous ne l'avez pas vu comme il l'est à l'arrivée, vous en aviez une autre idée. Déjà, quelle idée vous faisiez au départ quand vous avez proposé le projet à Jean-Christian Riffe? Évidemment, le projet de départ venait s'insérer dans un travail qui se fait à l'échelle de toute la région, voire même de tout le pays, sur le sauvetage des Juifs pendant l'occupation et également le sauvetage des enfants, la cage des enfants. Il y a, je ne veux pas dire qu'il y a des règles du jeu, mais il y a une sorte de façon classique d'envisager cela en mettant l'accent sur le sauvetage. Je dirais, au fond, si on résume le film, il met plutôt l'accent sur l'itinéraire d'un enfant qui, à l'âge d'homme, retrouve cet itinéraire avec difficulté, avec souffrance. Au fond, Jackie et Sam sont des personnages un peu rugueux, un peu taiseux, comme on dit au Québec. Ils illustrent tout à fait le propos de Simone Weil lorsqu'elle inaugure l'exposition d'Agnès Varda au Panthéon en l'honneur des Justes de France, quand elle évoque ces Français modestes et obscurs qui ont pris des risques pour sauver des gens qu'ils ne connaissaient pas. Alors, et au fond, Sam et Jackie font partie de ces gens un peu rugueux, un peu taiseux, mais pour qui c'est peut-être difficile de revenir dans cette histoire. C'est vrai que notre entreprise, au départ, rencontre une souffrance. Alors on ne la mesure pas tout de suite, on avance avec eux et on la découvre chemin faisant. Du coup, on devient beaucoup plus prudent et encore plus respectueux de leur histoire. C'est vrai que moi je me souviens très bien, on préparait encore le film et on n'avait pas tourné, hein, et qu'un jour au cours d'une réunion avec Samuel, il y avait sa femme qui était là et sa femme a dit qu'il n'avait pas parlé de son histoire à ses enfants. Et là d'un seul coup pour moi, je me suis dit, ah là, c'est devenu une évidence, il y a un poids du silence qu'il faut, voilà, alors que j'avais, il faut faire sortir la pression à un moment donné. Oui. Alors, l'histoire de Sam et Jackie, bon, on l'aura compris dans ce documentaire, c'est la partie plutôt heureuse, entre guillemets, d'une grande tragédie. On ne rappellera jamais assez que 6 millions de Juifs ont été exterminés dans les camps de la mort nazie. Alors, ceux qui ont échappé à ces camps ont bien souvent été cachés ou aidés par de simples citoyens. Combien étaient-ils, ces héros anonymes? Qui étaient-ils? Existe-t-il encore des héros cachés? Alors, ces questions, je les ai posées à Pierre Osowiecki, qui était à Lyon il y a quelques jours. Il a lui-même été sauvé par une famille française. Il est aujourd'hui vice-président du comité français pour Yad Vashem. Yad Vashem, c'est l'institut commémoratif des martyrs et des héros de la Shoah qui a été créé à Jérusalem en 1953. Et depuis 1963, les noms des justes parmi les nations, c'est ainsi qu'on les appelle, sont gravés sur des murs pays par pays, sachant qu'un monument est reproduit en France sur un mur des justes de France. Alors, première question à Pierre Osowiecki, combien d'enfants ont-ils été sauvés par des familles françaises? Des chiffres exacts, nous ne savons pas. Nous savons que 76 000 juifs ont été déportés, dont 11 400 enfants, et que seuls 2 250 sont revenus. Ce qui voudrait dire que les 3/4 de la population juive française a été sauvée pendant la guerre. On ne peut pas non plus rapprocher ce chiffre uniquement de l'action des justes, parce qu'il y a eu des résistants, il y a eu des organisations juives, il y a eu énormément de participants à ces sauvetages. Donc des chiffres exacts, nous n'avons pas. Alors justement, si on vous demandait de dresser le portrait robot de ces justes dont vous venez de parler, comment est-ce que vous les décririez ? Alors, c'est très difficile parce que ça touche toutes les couches de la société. Je pense que ce sont des gens qui, à un moment, se sont trouvés dans une situation de tendre la main à des gens qui étaient persécutés et qui ont pris cette décision de s'engager, eux et leurs familles, au risque de leur vie pour aider ces personnes qui étaient déprimées, maltraitées et obligées de survivre. Donc on n'a pas de portrait robot. Ce que nous savons, c'est que les campagnes ont été favorables, que les lieux les plus isolés étaient les plus faciles pour cacher, mais ça couvrait aussi les villes, parce qu'il était plus facile aussi d'être anonyme dans les villes. Certaines régions ont davantage été actives dans le sauvetage des Juifs. Comment est-ce que ça s'explique? Est-ce que c'est uniquement par les faits que vous venez d'exprimer?
Alors, les faits dont je viens d'exprimer sont effectivement concernés, c'est-à-dire que les endroits, si vous prenez la Creuse, moi j'ai été sauvé dans la Creuse, donc c'est ce dont je peux vous parler le mieux, mais il y a d'autres endroits, les Cévennes, qui ont des traditions protestantes, où les gens étaient aussi dans des isolements, je parle des isolements géographiques, qui amenaient des difficultés d'accès, donc ça permettait de se cacher plus facilement. Et puis aussi, il y a eu des régions où il y avait avant-guerre des traditions. Je prends par exemple la Normandie, où énormément de femmes avaient une tradition de nourrice, et que les organisations se sont appuyées sur ces réseaux pour confier des enfants qui ont été, dans la plupart des cas, ça n'a pas toujours été le cas, mais dans la plupart des cas, bien traités et ont pu ainsi échapper aux griffes de la barbarie nazie. Et nous avons aussi d'autres régions qui sont les régions frontalières. C'est-à-dire dans votre région, les Savoies, par exemple, détiennent un record, excusez-moi d'employer ce terme, de juste remarquable du fait de l'implication et de la proximité des frontières et aussi des montagnes. Donc les gens avaient un esprit différent. Est-ce qu'on découvre encore aujourd'hui des justes ? Oui, heureusement d'ailleurs. Et votre émission, j'espère, nous aidera à en découvrir encore. Alors, des justes vivants, non, parce que l'âge aidant, je suis un des, on va dire, la dernière génération de ces témoins. Mais nous honorons des justes à titre posthume. Et nous avons très prochainement à Lyon, le 1er décembre, le 2, je crois, au musée de la déportation, des cérémonies pour honorer des familles justes qui sont les ayants droit, c'est-à-dire les enfants, voire les petits-enfants, qui sont honorés, auxquels un représentant de l'ambassade d'Israël remettra cette médaille des justes et ce diplôme des justes parmi les nations. Alors quel sens justement il faut donner à ces cérémonies post-mortem ? Alors, le sens que l'on peut donner, c'est un sens de mémoire. C'est travailler sur la mémoire. Car comme je vous le disais tout à l'heure, je suis et nous sommes, ceux de ma génération, les derniers témoins. Et d'ici quelques années, nos mémoires seront muettes parce que nos voix se seront tues. Donc, si nous n'en aurons pas et si nous ne travaillons pas à faire reconnaître ces gens qui ont su résister et honorer la France par leur comportement, on rentre dans un mouvement de négationnisme que vous connaissez, bien sûr. Et aussi, il faut être vigilant, car nous avons cette année, en 2012, 614 actes antisémites qui ont encore été commis. Or, il faut faire connaître, il faut faire savoir qu'il y a des gens qui se sont bien comportés et que nous devons les honorer. Et nous travaillons donc dans un autre aspect qui est maintenant, puisque nous n'avons plus de justes, d'aller vers le réseau des villes et villages des justes de France, dans lequel les mairies, les localités se fédèrent pour créer des lieux de mémoire. Et j'étais hier à côté de Vichy, où nous avons inauguré à Saint-Gérand-le-Puy la place des justes parmi les nations, parce que nous avons 3654 justes reconnus en France, mais combien sont anonymes ? Combien sont anonymes ? Et oui, la famille Robin fait partie de ces justes parmi les nations depuis relativement peu de temps d'ailleurs, et la médaille va leur être remise. Oui, avec le délai normal, février ou mars 2014. Alors, Pierre Ozowiecki me disait que les familles, en fait, ne comprennent pas, souvent d'ailleurs, qu'on veuille les distinguer, parce que pour elles, elles ont fait quelque chose qu'elles considéraient comme normal. C'est vraiment le cas le plus fréquent. Alors, ce terme de normal est à la fois intéressant et embarrassant. Embarrassant pour l'historien parce que ça voudrait dire que quand on a affaire à une situation normale, on ne peut pas en faire l'histoire. Mais intéressant aussi parce que ça veut dire que les premiers acteurs de l'accueil, de l'hospitalité, de la protection considèrent, même avec le recul du temps, qu'il n'avait pas d'autre solution. Il allait de soi que, et c'est peut-être ce aller de soi qui est très intéressant dans une France occupée où le gouvernement matraque la population en excitant la haine antisémite, raciale. Il y a donc eu des familles qui se sont révoltées contre ces directives et qui ont tenu bon.
Alors, d'un côté, c'est vrai qu'il y avait ces Français pour lesquels il était, donc je reprends le terme normal, même s'il vous convient pas tout à fait, je le comprends, donc normal de protéger ces gens, puis de l'autre côté, il y avait les Français complices du régime nazi. C'est vrai que ces camps d'internement qu'on voit, qui sont en quelque sorte les antichambres des camps de la mort, comme celui de Rivesaltes d'ailleurs, on le sait peu en France, qu'ils ont été instaurés et tenus par des Français. Ça fait partie encore des hontes de notre pays? En tout cas, il est certain qu'il reste encore à diffuser cette information. Des travaux ont été faits, je pense à ceux de Denis Péchanski, qui se sont prolongés par un remarquable film, La France des camps. Mais il est important de redire qu'il y a eu énormément de camps sur le territoire français pendant l'occupation, et ces camps sont gérés par les autorités françaises la plupart du temps. Et c'est peut-être ça, une des sources du mal-être, de la souffrance du petit réfugié qu'est Sam Grinspan, parce qu'avec sa famille, il quitte la Belgique pour aller vers le pays de la liberté, la France des droits de l'homme, la France du refuge, de la protection, et il se retrouve pris au piège de ces terribles camps du sud-ouest français. C'est là qu'on le sépare de ses parents, c'est là que son père est arrêté pour être déporté, sa mère échappe de justesse. Et quand il reconstruit plus tard son enfance et qu'il aborde l'âge adulte, il faut gérer tout ça, il faut gérer tous ces drames successifs, ces désillusions profondes. Alors, Jean-Christian Riffe, vous me confiez avant l'émission que vous, comme beaucoup de Français, ne connaissiez pas ce camp de Rivesaltes. Moi, j'aimerais savoir l'effet que ça vous a fait en y mettant les pieds, en sachant que c'était administré par des Français à l'époque. Je pense que j'avais quand même entendu parler de ce camp, notamment d'ailleurs à travers un très beau film d'Henri-François Humbert qui s'appelait No Passaran, un album souvenir, je crois. Mais moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait autant de camps. 200, près de 200, je crois. Ça, c'est vraiment une découverte et c'est assez impressionnant effectivement de savoir toute cette organisation. L'effet du camp de Rivesaltes, c'est vrai que c'est une espèce d'immense étendue comme ça, désertique, avec quelques baraques. C'est impressionnant, d'autant plus que quand on y était, il pleuvait, qu'il y avait un temps absolument terrible, et Sam était très aussi, lui, dans un état d'émotion très forte, quoi. On imagine. Ouais. Et on se place en tant que Français d'aujourd'hui, de 2013, dans une situation où on se dit, mais comment des Français ont pu organiser ça? Ah oui, bien sûr, oui. Bon, mais oui, forcément, là, on est au cœur de cette question-là, mais bon, moi, j'y pensais tout le long. Hein. Oui, il est certain que depuis 1945, longtemps, les Français, la France en tant que pays, que nation, a eu du mal à admettre ses responsabilités. Mais je crois qu'il faut aujourd'hui tenir compte des travaux qui ont été accomplis, réaffirmer ses responsabilités très lourdes, mais en même temps, parallèlement, puisque nous avons un devoir de transmission aux jeunes générations, montrer qu'il n'y a pas de fatalité. On ne doit pas forcément obéir à des lois honteuses, indignes. Il y a aussi des conduites de désobéissance, de refus, voire de résistance morale et sociale, qui laissent de la place, qui laissent une espérance pour les victimes. Alors, il est dit dans ce documentaire qu'aucune famille n'avait été dénoncée à Moissac, et m'avez-vous dit à Diolfi a priori non plus, y compris d'ailleurs par ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'idée de protéger les enfants juifs. Pourquoi, à votre avis? Alors, ça, c'est une question évidemment difficile. Est-ce que c'est vraiment vrai, sachant que dans certains endroits, les archives ont été un petit peu expurgées, parce que ça reste une honte? Alors, l'erreur, ce serait d'affirmer qu'il n'y a pas eu de dénonciation à Moissac ou à Diolfi. Mais justement, pour avoir posé la question à d'anciens enfants ou adolescents réfugiés, je crois qu'une des réponses consiste à dire qu'il y a eu des dénonciations, mais que ces dénonciations n'ont pas eu d'effet ni de conséquences. Pourquoi? Parce que l'opinion publique, d'une part, a verrouillé la situation, offrait une espèce de protection globale, et puis d'autre part, à certains moments, que ce soit à la sous-préfecture, à la mairie ou à la gendarmerie, des fonctionnaires qui
en apparence, travaillaient loyalement pour Vichy, en réalité, apportaient leur aide très efficace. Donc en interceptant les dénonciations, on m'a dit le sous-préfet de Nyons d'ailleurs. Oui, le sous-préfet Majorot de Nyons, qui d'ailleurs est honoré d'une plaque, a bloqué un certain nombre de listes qui devaient être transmises soit à la commandanture, soit à la préfecture de la Drôme. Et là, il a puissamment aidé les mairies locales qui faisaient tout pour protéger les enfants et les adultes qui résidaient sur leur territoire. Alors, quand on lui demandait son nom, vous l'avez vu dans ce documentaire, Sam répondait qu'il s'appelait Serge Herbier. Et moi, je me suis dit, si aujourd'hui on se retrouvait dans une telle situation, mais dans notre monde de 2013, est-ce qu'on pourrait encore protéger ces enfants? Et je pense au développement de l'informatique. Aujourd'hui, plus rien n'est secret. Si on demande son nom à un enfant, on peut aller vérifier sur Internet, voir si c'est vrai ou pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait encore, dans une situation un peu comme celle-ci, protéger des enfants, et pas seulement des enfants d'ailleurs? J'espère qu'on trouverait d'autres solutions de manière de les protéger. Je ne sais pas si... Oui, par rapport à cette question-là du nom, de l'identité, ça c'est sans doute plus difficile. Oui. Est-ce qu'il y aura encore des gens pour risquer leur vie aujourd'hui? Alors, oui, de toute façon, l'histoire ne s'arrête pas. Hein. Il y aura des gens courageux, il y aura aussi des gens faibles, probablement, dans l'avenir. Mais pour revenir sur cette question du changement de nom et du changement d'identité, un grand savant nous a beaucoup aidé à comprendre les réticences et les souffrances de Samuel. C'est Boris Cyrulnik, qui, par son histoire personnelle, par les livres qu'il en a tirés, les fictions qu'il a construites pour nous faire comprendre le drame de ses enfants sauvés et cachés, a aussi débloqué Samuel. Pour Samuel, c'était presque une joie de dire qu'il avait changé de nom et de prénom pendant la guerre et que du coup, il échappait au sort tragique des autres enfants. Mais en même temps, ce changement d'identité est lourd de conséquences. C'est une enfance qui lui a été volée en quelque sorte. C'est une rupture avec sa judaïté. Et tout cela, après, ce sont des années de reconstruction, de silence, contre lesquelles il a dû lutter pendant le tournage. Alors ça fait partie des scènes très émouvantes de ce film. On sent que Sam est libéré de quelque chose grâce à Boris Cyrulnik, qui dit d'ailleurs, on dit que Sam a transmis le silence qui lui a été transmis. Est-ce qu'à votre avis, c'est ce qui fait l'émotion et la souffrance de son fils? Parce que c'est une souffrance qui est transmise au travers de ce silence. Moi, je veux pas trop. C'est toujours difficile de parler à la place, hein, surtout quand ça touche des. Mais vous pouvez dire ce que vous avez ressenti. Oui. Forcément, oui. Il avait très bien exprimé les manques qu'il avait ressentis à un moment en grandissant de cette histoire, quoi. Et qu'il a eu besoin à un moment d'en savoir plus, quoi. On se demande un peu si Boris Cyrulnik intervient en tant que médecin auprès d'un patient ou comme théoricien de la résilience. Vous en pensez quoi, Bernard Delpal? Qu'il l'a guéri quelque part? Oui, je dirais d'abord comme enfant devenu un monsieur d'âge mûr et réfléchissant sur son enfance, mais comme un enfant proche de Sam. Ils ont partagé les mêmes souffrances, les mêmes drames, et au fond, c'est une expérience qui peut se transmettre, s'échanger entre les deux. Et je crois que la rencontre avec Boris Cyrulnik, d'abord à Moissac, lors de ce rassemblement international des enfants sauvés, et ensuite sur les lieux du tournage, a puissamment aidé Sam. D'ailleurs, probablement grâce au tournage et à la rencontre avec Boris Cyrulnik, pour la première fois en janvier 2013, il est allé dire le nom et le prénom de son père à la lecture des déportés de Drancy, ce qu'il n'avait pas pu faire jusque-là. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose dans sa tête, ça a créé un déclic? Oui, il s'est forcément passé quelque chose, oui, parce qu'il a apprécié cet homme, alors que Samuel n'est pas forcément quelqu'un qui aime les colloques et les représentations comme ça en public. Et là, j'ai très bien vu qu'à Moissac, quand il a assisté au discours de Boris Cyrulnik, je le voyais, je le regardais, et je voyais son visage qui d'un seul coup, avant, était un peu baissé comme ça, s'illuminait, quoi. Et donc, il s'est vraiment passé. On dira que c'est une des vertus de ce documentaire. En tout cas, il était là aussi pour transmettre cette mémoire. Merci d'avoir accepté de venir en parler avec nous. Donc, après sa diffusion, le temps passe vite. On rend l'antenne tout de suite. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur France 3 avec grand plaisir. Bonne journée sur France 3. Au revoir.